Il est 9h10, bienvenue dans le débat du jour. Ce matin, nous sommes avec François Morinière, bonjour. Bonjour. Président du directoire du groupe Bayard, Jean-François Colossimo, bonjour. Bonjour. Écrivain, historien des religions, directeur général des éditions du Cerf. Et ce matin, Étienne, on va évoquer le pape François. Le pape François qui est malade. Quid de la santé du pape? Le mystère le mieux gardé du Vatican. Va-t-on vers une renonciation? Et puis après François, que se passera-t-il? On va poser la question à nos invités. On s'intéressera à la médiation au sujet de l'Ukraine et de la Russie. Trump peut-il être le médiateur et l'agent pacificateur? Et pourquoi et comment? Qui a-t-il à gagner? Et puis l'Europe alors, où est-ce qu'elle en est? On va se poser la question également. Et puis on parlera de l'Église catholique qui s'engage dans la lutte contre l'instrumentalisation des Saintes Écritures. Vous pouvez réagir à tout moment par mail direct@rcf.fr et direct@radio-notre-dame.com. Bienvenue dans le débat du jour. Étienne, le pape François, toujours hospitalisé pour une infection pulmonaire. Oui, Pierre-Hugues, il a été admis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome pour une bronchite. Le Vatican publie depuis des communiqués sur l'état de santé du Saint-Père. Son état s'améliore, le pape n'a plus de fièvre, mais les médecins ont prescrit un repos absolu. Hier, il a donc renoncé à présider la prière de l'Angélus et à rencontrer des pèlerins du monde du spectacle et de la culture qu'il devait recevoir pour leur jubilé. Il a pu se rendre à la messe, mais tous ces rendez-vous ont été annulés. Voilà, le Vatican souhaite que le pape de 88 ans préserve ses forces pour l'année jubilaire difficile avec un François qui, malgré ses problèmes de santé, maintient un emploi du temps extrêmement chargé et qui a déclaré qu'il n'avait actuellement aucune intention de ralentir son rythme. Voilà, on le comprend, mais bon, c'est mieux d'avoir un pape en bonne santé qu'un pape à moitié, n'est-ce pas, François Morinière? Bien oui, effectivement, le pape continue à un rythme effréné. On l'a vu en 2024 avec notamment son plus long voyage en Asie. Donc il a par ailleurs, je crois, un poumon en moins. Il a été opéré. Un lobe de poumon en moins. Il y a bien donc voilà, il a 88 ans. Donc il a une vie, je dirais, totalement en opposition par rapport à son âge et sa santé physique, mais il s'en moque. Et donc forcément, il y a des moments où ça coince, et c'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'il est donc hospitalisé. Voilà, mais il a clairement aussi annoncé que tant que son cerveau marcherait, il ne renoncerait pas. Moi, j'étais à Rome en fin d'année. Ce qui m'a frappé, c'est à la fois la grande momification de son corps. Il est assez gonflé. Il est marqué, hein, il a le visage assez marqué. Il est surtout gonflé, et je pense qu'il prend beaucoup de corticoïdes et des médicaments. Il est momifié, c'est une souffrance pour lui parce qu'il ne peut pas s'habiller, enlever son manteau, etc. Mais une fois qu'il est assis et qu'on l'écoute, sa voix est totalement en décalage par rapport à son corps. Sa voix est très claire, animée. Et donc on voit bien que c'est un esprit vif et ajusté dans un corps qui ne l'est plus. Donc voilà, c'est ça cette situation telle que moi je l'ai vécue en tout cas il y a quelques semaines. Pourquoi tenir coûte que coûte, Jean-François Colossimo? Est-ce que l'hypothèse d'une renonciation serait pas plus saine pour le pape François? Alors d'abord, on souhaite son vif et prompt rétablissement. Ça va de soi. La deuxième chose, c'est que, la papauté a cela de particulier que, en fait, on prend la tête, certainement, on va dire ça comme ça ne résume pas l'Église, mais de la plus grande organisation mondiale, généralement lorsqu'on est déjà septuagénaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'âge de la retraite, d'un coup on se retrouve en fait en pole position planétaire avec des responsabilités et vous posez à travers le monde. Que ça pose question? Non, je note, c'est tout. Je dis que c'est comme ça. Et je dis que avait 58 ans quand il est arrivé en 78. C'était exceptionnel. Et puis je pense que depuis, peut-être les cardinaux veillent à ne pas avoir peut-être des pontificats aussi longs. Mais rappelez-vous la différence justement entre l'athlète du Christ, Jean-Paul II, lorsqu'il arrive sur scène, qui surprend en plus vraiment par sa dimension, ne serait-ce que sportive. C'est le moment où on le voit nager, skier, enfin, etc. Et rappelez-vous les images de la fin du pontificat, où on a effectivement un pape qui endosse, je dirais, la fin de vie, dans tout ce qu'elle peut avoir, cette fin de vie aussi il est allé à Lourdes, d'ailleurs, comme pèlerin. Difficile devant 15 octobre 2004. devant les caméras. Devant les caméras. Non, en fait, la vérité, je pense que François est là. François nous quittera un jour pour aller vers Dieu. Entre-temps, je crois que l'inquiétude quant à sa santé signale le fait que le rôle, la fonction, la mission de son successeur
après le mouvement de réforme qu'a imprimé François, c'est ça qui nous est un peu difficile à lire et qui, je dirais, souligne, la question que pose son état de santé. Vous savez, bon, de toute façon, la renonciation, c'est une pratique rarissime dans l'Église catholique. On s'est posé la question de savoir si ça allait pas devenir un peu une tradition. Mais si ça devenait une tradition, un pape, c'est pas le PDG pour le coup, c'est pas le PDG d'une multinationale, n'est-ce pas? Jean-Paul II l'a montré. Il y a une façon aussi d'être pape en témoignant dans la difficulté, la souffrance, voire parce que c'était ça à la fin, l'infirmité. C'est un témoignage d'être infirme en tant que pape. Ça montre au monde la puissance de la fragilité, François Bien sûr. Je pense qu'il l'a, lui, en tout cas, vécu comme ça, comme une forme d'abandon. Justement, ce que dit Jean-François, c'est en étant parti d'un physique exceptionnel, alors mis à mal avec l'attentat du 13 mai 81, mais quand même. Il a quand même vécu encore 24 ans après cet attentat, comme une progressive déchéance, et pour dire que voilà, même dans cette situation, comme on l'avait vu à Lourdes, bien, il était comme les malades à Lourdes, dans la déchéance, mais aussi dans l'amour de Dieu, l'abandon à la providence. On sent quand même qu'avec le pape François, il y a plus de transparence sur la santé des papes. Je le disais en intro, le mystère, le gardien du Vatican. Non. Ça valait pour Jean-Paul II. Oui, mais je crois que c'est pas vrai. Pour François, là, aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Ce qu'il en a. Il a une bronchite. L'état est stable. Je pense que l'état est stable. Après, une bronchite avec 88 ans, ça peut être dramatique. Voilà. Ouais. Jean-François Colosimo. Non, ce qu'il y a de clair avec François, c'est que il y en a à peu près rien à faire de la vie des médecins. Donc, je pense pas qu'il y ait un manque de transparence. Je pense que chez lui, il y a un peu forme de mépris, pas de dédain affiché, je dirais, pour tout ce qui relève de la douleur, de la précaution. D'ailleurs, la preuve, vous voyez, il est à l'hôpital, il annonce déjà qu'il va reprendre son agenda, contrairement à la vie des médecins. Donc, il y a quand même aussi cette dimension d'incarnation qui est extrêmement forte. Et puis aussi la confiance, je pense. On est sur Radio Notre-Dame, donc la confiance à la providence. Je pense que le pape, il dit, le Seigneur décidera. Tant qu'il me maintient là, c'est que RCF. voilà. Et RCF, pardon. Sachant. Excusez-moi, Étienne, je suis désolé. Je n'y vois aucune. C'était le logo derrière toi qui avait changé. Donc. Sachant que tout de même, chaque pape, dès qu'il est élu, confie, je crois, au secrétaire d'État ou au grand camerlingue, une lettre dans laquelle il dit renoncer au cas où il serait dans l'incapacité totale. Imaginons un AVC, donc cette lettre existe, une situation de coma, un AVC complètement handicapant d'un point de vue cérébral. Dans ce cas-là, il y a une renonciation qui est prévue et qui est quasiment automatique, mais on n'en est pas là. Et François a dit d'ailleurs qu'il avait déjà signé cette lettre. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est quand même, on avait un peu l'impression qu'il pouvait y avoir une renonciation il y a quelques années de François. Aujourd'hui, ça paraît de moins en moins probable tout de même, non ? Moi, je crois que ça a toujours été un peu un fantasme journalistique. Oui, je pense que c'est un peu un fantasme. Et puis après, c'est aussi, je pense que c'est le pape qui est très... qui réagit de façon assez directe, et peut-être que à un moment donné, dans une interview, rentrant d'un voyage, il était crevé, il a dit bon, à la limite, je verrai bien, un truc comme ça, quoi. Parce qu'il est sans filtre quand il rentre dans l'avion. À chaque fois, il lâche des trucs parce que voilà. Et en même temps, qui à sa place pourrait faire une conférence de presse tout à fait normale au terme d'un séjour qui parfois dure 11 jours à l'autre bout du monde. Et donc vous savez que c'est la tradition dans l'avion parce que les journalistes viennent pour ça, mais donc du coup, il est sans filtre. Et des fois, on peut comprendre que fatigué par tout ce qu'il a vécu, il se lâche un peu, quoi. Alors, il y a deux choses quand même qui sont importantes là-dedans. La première, c'est que, effectivement, avec les deux moments du synode sur la synodalité, son pontificat a quand même atteint, une sorte d'acmé, quoi. Je veux dire, c'était un peu le dernier volet des grandes réformes qu'il voulait entreprendre avec le collège des cardinaux et le reste de l'épiscopat et le peuple de Dieu. Donc ça, de ce point de vue-là, on peut dire que c'est vrai que là, on se dit un peu qu'est-ce qu'il il était au bout de son pontificat. En tout cas, il a fait le sommet est passé, quoi. On peut dire en tout cas que là, le carton est un peu plein, si vous voulez, du point de vue de ce qu'il avait un peu dessiné programmatiquement lorsqu'il a été élu. Le deuxième point, c'est que ces nombreuses nominations au sein du collège des cardinaux fait qu'effectivement... Bon, vous savez que vaticaniste, c'est un métier particulier, comme les kremlinologues, n'est-ce pas ? Mais bon, les vaticanistes eux-mêmes, pour eux, c'est un peu le pot noir, tu vois, de savoir un peu que les papabilés, tout ça, qui pourrait être le prochain pape, parce que le collège a quand même été totalement renouvelé, et surtout avec des personnalités
pour le coup, souvent peu connu, c'était sa volonté d'illustrer les périphéries dans le collège des cardinaux. Et donc, en fait, voilà, c'est beaucoup moins lisible. Il y a une époque, peut-être, où les augustes commentateurs de La Croix ou des autres journaux pouvaient dire, voilà, on va faire la liste des papabilés, on va évaluer les chances de chacun, quels cardinaux de quel pays sont des... Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même... Aujourd'hui, c'est moins lisible. Mais parce qu'il a bouleversé véritablement la représentation géographique, linguistique, culturelle de l'Église au sein du Collège des cardinaux, qui jusque-là était quand même très marqué par l'Europe. Ce qu'il faut comprendre... Non, mais juste un truc, je voudrais poser ma question. Jean-François, tout à l'heure, vous parliez des fantasmes autour de la santé du pape, les fantasmes qui, à chaque fois que le pape François a un problème de santé, voilà, tout le monde se rue sur sachant qu'il partira perdu un jour. Sur les portraits des cardinaux papabilés, et on a l'impression que voilà, dès que le pape François a un problème de santé, hop, la liste ressort. Oui. Mais la différence qui est intéressante dans ce que dit Jean-François, c'est d'abord, c'est une élection entre eux. Et pour faire une élection entre eux, il faut se connaître un minimum. Pour parler avec un cardinal que je connais bien, la première complication, c'est qu'ils ne se connaissent plus entre eux, parce que avant, voilà, ils se parlaient dans les commissions, la commission des évêques, etc. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent de nulle part, des cardinaux très, très inattendus. Donc c'est beaucoup plus difficile de prévoir ce qui va se passer, parce que Bergoglio, il avait des voix en 2005, pour les conclaves. Il a été élu en 2013. Benoît XVI était quand même assez nettement une évidence, Ratzinger en 2005. Là, on est dans un moment où, alors peut-être que des favoris vont sortir, mais vous voyez, il y a un grand changement. Il n'y a pas de grandes figures qui sortent du lot. Il y a sûrement qui vont sortir, mais ça a été très renouvelé. Et si on suit votre propos, ça veut dire il y a beaucoup de grandes figures, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais ne serait-ce que lorsqu'on pense à quelqu'un qui fréquente votre antenne, évidemment, le cardinal Vesco à Alger, n'est-ce pas, qui sont des gens d'engagement, etc. Enfin, 4000, voilà, c'est un diocèse avec 4000 catholiques. Voilà, mais en même temps, c'est quand même des engagements extrêmement forts. Et qui sont visibles. C'est des cardinaux visibles. Voilà. Ça que je voulais dire, maintenant, c'est vrai qu'on est sorti un peu, si tu veux, de la moitié d'Italiens, la dizaine de Français, les Allemands, les Américains, les 50 plus grandes villes au monde. Voilà. Normalement, il y avait toujours les plus grandes métropoles étaient représentées. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que si on suit votre raisonnement, François Morinière, ça voudrait dire que le prochain conclave pourrait durer très longtemps, puisqu'en fait, il y aurait naturellement un temps de connaissance où les uns et les autres disent, voilà, qui je suis, ce que je pense. Alors, vous savez qu'il y a d'abord, quand il y a un conclave, c'est horrible parce qu'on parle de ça comme si le pape était mort. Donc bon, bref, pardon pour les auditeurs. Mais peut-être que les auditeurs sont un peu choqués, donc qu'on se trompe pas. Mais enfin, en tout cas, il faut savoir qu'avant le conclave, il y a des réunions entre cardinaux qui discutent, y compris avec les cardinaux qui ont plus de 80 ans, qui sont là présents. Eux, ils sortent au dernier moment, mais ils sont présents à toutes les réflexions. Là, donc du coup, c'est un aéropage qui est plus nombreux. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour avoir des ateliers, des discussions, des conférences. Et c'est là que ça commence à interagir. C'est là qu'on commence à voir qui a eu des propos un peu plus marquants, qui a une vision des choses. Et c'est là que les choses se décantent. Donc c'est ce temps-là qui va permettre aux cardinaux de se connaître. Et donc peut-être que dans ce temps préparatoire, il va y avoir une figure qui sort, et du coup, peut-être qu'il va être élu en 3 tours. On ne sait pas à l'avance ce qui peut se passer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que le pape organise comme un consistoire? Il l'avait fait en 2000, je crois en 21 ou 22. L'été, il avait fait une rencontre entre tous les cardinaux pour qu'ils se rencontrent. Mais au moment où il y a eu... C'est le moment où il y a eu un consistoire, au moment de la création de nouveaux cardinaux. Là, récemment, il y a eu la création de nouveaux cardinaux, mais toute la curie n'était pas là. Non, alors en fait, il a des propos un peu contradictoires, mais ça, on le connaît, il aime bien ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il dit aux cardinaux, venez pas à Rome, ça coûte de l'argent, puis restez chez vous. Votre travail, c'est votre... Donc du coup, les cardinaux disent, ok, bon, soyez des pasteurs. On a compris le message, donc voilà. Et puis après... du coup, ils se connaissent pas. Donc, il y a une fois, il leur a dit, il faut quand même venir, parce que là, au consistoire de décembre, il y avait évidemment même pas le quart du collège qui était là. Donc voilà, c'est si compliqué d'obéir, vous voyez. La question qui peut surgir, si justement il a toujours un peu cette forme impérative de soyez libre, mais rappelez-vous la définition que je donne à la liberté. Voilà. Mais justement, je dirais ça sans offense, mais il y a un peu ce côté-là. Voilà. Si on doit dessiner le portrait robot du futur pape, justement, alors même si on ne connaît pas, et si on n'a pas de nom peut-être et de grandes figures un peu emblématiques, charismatiques, à quoi est-ce que vous pensez que le prochain pontificat va ressembler peu ou prou à celui dans lequel on se trouve actuellement, au pontificat du pape François?
François, très très pas François, quoi. Alors là, moi, je n'en sais absolument rien. Là. J'avoue que c'est impossible à dire. Je veux dire. Alors, en tout cas, il y a une lecture, on va dire, politique, au sens positif du terme, qui est de dire, bah voilà, comme il a nommé 3/4 du Sacré Collège des lecteurs, ça va être quelqu'un qui va poursuivre son œuvre. Donc, mais en même temps, il y en a des très différents de lui là-dedans. Oui, enfin, quand même, dans sa ligne, on va dire. Ouais. On a quand même beaucoup commenté sur le fait qu'il a nommé des gens proches de lui, proches de sa philosophie. Donc, il y a une lecture qui consiste à dire, bah, c'est un pape qui va suivre le chemin tracé. Et puis après, il y a l'Esprit Saint qui souffle, et ça peut être quelqu'un de différent, qui, même s'il a été nommé par François, peut-être aurait une vision très différente encore de l'université de l'Église. Donc, voilà, il y a la lecture, je dirais, premier degré, ça sera quelqu'un qui est dans sa ligne, parce que la majorité des cardinaux sont dans sa ligne. Peut-être que c'est quelqu'un qui inventera une autre façon de procéder et d'imaginer la suite. Donc, dans les cardinaux qu'il a nommés, il y en a quand même qui lui ressemblent pas du tout, d'ailleurs, et qui se sont opposés à lui. Oui, enfin bon, ceux qui se sont opposés à lui, c'est un peu la vieille garde. Pensez à qui, Étienne? Au cardinal Muller, par exemple. Oui, non, c'est pas ouf. Oui, mais il est plus électeur. Il est plus électeur et. Je pense que Muller, il est plus électeur. Et de toute façon, il sera jamais élu. Donc, vous voyez, il est quand même. Mais pourquoi pas? Non, mais je pose la question parce qu'en fait, au fond, est-ce qu'on doit revenir à quelque chose d'un peu différent? Je suis pas sûr que François, comment dire, je suis pas sûr que François ait voulu un collège des cardinaux qui lui ressemble parfaitement, parce que d'abord, je pense que c'est un peu difficile de lui ressembler. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il a voulu un collège, d'abord, encore une fois, plus représentatif des périphéries, Il a 77 ans, il peut être élu. Ouais. Il est quand même très marginal. Moi, j'y crois pas du tout, mais ça n'empêche qu'il fait partie de ceux qui ne sont pas comme lui et qu'il a nommé quand même à des postes importants. Non, mais c'est un collège imprévisible. Je crois que c'est ça quand même, donc on ne va pas faire de toute façon, c'est la belle blague qui dit on rentre pas papier, on sort rien du tout. Donc, façon, on rentre pas, puis on ressort cardinal. Oui. Voilà, donc, mais moi, il me semble simplement que ça ouvre effectivement une nouvelle page, parce que quand on voit comment Jean XXIII a convoqué le Concile Vatican II, comment Paul VI l'a poursuivi et achevé, comment Jean-Paul II l'a recentré, comment, je dirais, Benoît XVI a voulu lui redonner une forme d'équilibre, comment François a voulu qu'on n'oublie pas non plus certains pans de Vatican II, etc. Je crois que là, il me semble, moi, que le collège des cardinaux pourrait se tourner, mais tout ça, enfin, encore une fois, je suis d'accord, le pape est toujours là. On a quand même eu 3 papes, on peut pas faire plus différent. Oui, mais on pourrait... donc le 4e, on peut encore être surpris. Voilà, il n'y a pas de raison que ça continue pas. On pourrait se tourner vers Benoît XVII ou François II. Vers un pape d'équilibre, parce que ce qu'il y a quand même d'important, c'est que Jean-Paul II, Benoît XVI, François venaient d'ailleurs, et que ils ont eu, chacun le sait, des relations complexes avec la curie, qui est quand même l'organe central. Donc le prochain pape aura quand même cette question-là de savoir comment redonner de l'équilibre, encore une fois, à cette première réalité mondiale qu'est l'Église catholique. Jean-François Colossimo et François Morinière pour le débat du jour. Portrait. Bonjour, c'est Simon Tatro. Portrait, c'est tous les jours à 12h15, un quart d'heure en tête-à-tête pour découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ses engagements. Qu'ils soient artistes, reporters ou responsables associatifs, ils nous racontent leur expérience et ce qui les anime. Portrait, c'est tous les jours à 12h15 et 19h30. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Vous vous inquiétez de ne pas retrouver vos repères habituels sur notre antenne, et c'est normal, nous avons effectué des changements à la rentrée, car nous avons la conviction qu'il nous faut travailler ensemble avec le réseau RCF si nous voulons grandir et rayonner davantage. Radio Notre-Dame, désormais sur l'antenne de RCF, c'est une réalité et il faut s'en réjouir. N'hésitez pas à nous soutenir dans cette aventure par virement sur le site de Radio Notre-Dame ou tout simplement par chèque à envoyer au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e. Je compte sur vous et merci beaucoup.
9h30, le retour de l'information, c'est avec Cécile Mérieux. Le Sénat s'empare en nouvelle lecture du budget de la sécurité sociale en vue de son adoption définitive. Passé à la moulinette de la censure et des concessions accordées aux oppositions comme à la majorité, le déficit devrait s'élever à un peu plus de 22 milliards d'euros au lieu de 16 milliards. Et des sources parlementaires s'inquiètent d'une facture réelle encore nettement en hausse d'ici la fin de l'année. Suite de l'affaire de l'A69, des militants opposés à la construction de l'autoroute entre la Ville Rose et Castres se mobilisent en vue de l'audience décisive demain. La Cour devra se prononcer sur la légalité de l'autorisation environnementale accordée par l'État aux concessionnaires à Tosca. Réunion précipitée aujourd'hui à Paris entre plusieurs chefs de gouvernement européens. Les initiatives de Donald Trump inquiètent les Européens. Ils craignent d'être exclus du processus sur le dossier ukrainien qui les concerne en premier chef. Ils veulent définir une réponse commune pour renforcer la sécurité du vieux continent et insistent sur les besoins de souveraineté et de sécurité de l'Ukraine comme de l'Europe. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a d'ores et déjà déclaré être prêt à envoyer des troupes sur le terrain. Cessez-le-feu à Gaza, le cabinet israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la suite de l'accord. Il a annoncé envoyer des négociateurs au Caire après s'être entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio en déplacement à Jérusalem. En République démocratique du Congo, les combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises ont pris le contrôle de Bukavu, une grande ville de l'Est de la RDC. Depuis vendredi, des milliers de personnes ont fui vers le Burundi voisin. Londres a exprimé hier par communiqué craindre un conflit régional plus large. Le réseau national de surveillance aérobiologique place 30 départements en France, du sud et de l'ouest, en rouge pour risque allergique élevé. Débute la saison des pollens des arbres de la famille des conifères comme le cyprès, le thuya ou encore le genévrier. Merci beaucoup Cécile Mérieux. On vous retrouvera à 10h pour le prochain rappel des titres. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Nous sommes toujours avec François Morinière et Jean-François Colossimo. À une semaine du 4e anniversaire du déclenchement de l'invasion russe, Étienne, l'Ukraine est au cœur des préoccupations internationales. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à New York à ce sujet. En parallèle, plusieurs États membres de l'UE se réunissent à Paris. Une réunion précipitée pour faire face à l'accélération de l'administration américaine sur le dossier ukrainien. Le président américain Donald Trump a appelé son homologue russe Vladimir Poutine à négocier directement sur l'Ukraine lors d'un prochain sommet en Arabie Saoudite, excluant de fait l'Ukraine et ses alliés européens. La réunion à Paris aujourd'hui est présentée comme informelle. Elle réunira autour d'Emmanuel Macron les chefs de gouvernement de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Danemark, ainsi que le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l'OTAN. Tout cela pour le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. La situation appelle de notre part un vrai réveil et même un bond en avant pour prendre notre place dans la sécurité du continent européen. Jean-François Colossimo, est-ce que l'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est en danger dans cette affaire ? Elle n'est pas en danger, elle est condamnée par Vladimir Poutine et Donald Trump à l'inexistence. Elle ne compte pas, ni pour Poutine, évidemment, qui n'en veut pas, ni pour Trump, qui considère, on le sait, que c'est lui qui paye, donc c'est lui qui décide, et que d'ailleurs, dorénavant, si l'Union européenne veut continuer à bénéficier de la protection de l'OTAN, il faudra qu'elle paye comme elle n'a jamais payé. Oui, c'est assez simple. Alors, l'initiative du président Macron est d'autant plus importante pour que cette Europe se manifeste, pour qu'elle tâche de prendre existence. Mais nous payons, en fait, un quart de siècle de démission en termes de construction d'une défense européenne, en termes de construction d'une diplomatie européenne, en termes de construction d'une armée européenne, tout ce que la France a toujours voulu et qu'Emmanuel Macron continue à réclamer. Mais c'est un quart de siècle, ça ne se rattrape pas en 3 jours, un quart de siècle d'absence. Deuxièmement, il y a la désunion. L'Allemagne, par exemple, depuis 1945, elle confie sa défense aux États-Unis et n'entend pas varier là-dessus. Alors quand le couple franco-allemand n'est pas d'accord en Europe, la casse est profonde pour toute l'Europe. Moi, je crois que voilà. Et puis le troisième point qui est important, c'est que Trump est pressé de faire une paix à tout prix. On connaît les conditions de Poutine. Les conditions de Poutine, c'est il garde tous les territoires qu'il a conquis, notamment la Crimée.
Non, oui, Bon, je crois que la Crimée, c'est pas trop. C'est même plus le sujet, parce que ça, c'était même avant la guerre d'il y a 4 ans. L'Ukraine est démilitarisée, l'Ukraine n'entre pas dans l'Europe, l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, et il y a un changement de personnel à Kiev, c'est-à-dire un type à la botte de Poutine. C'est quand même ça, toutes les conditions. Vous voyez, et Trump est pressé d'en finir avec cette guerre parce qu'il ne s'intéresse pas à l'Europe. En plus, vous avez vu que dans le discours de J.D. Vance, le vice-président, l'Europe est caractérisée comme dans un certain discours typique américain, comme la vieille Babylone, la prostituée corrompue, le vieux monde déliquescent, etc. Donc, on en est là. Et il y a urgence pour les Européens de pouvoir se réunir de manière à, être autant que possible présent dans une négociation avec un tyran sanguinaire, un véritable despote, un paratotalitaire qui menace l'entière sécurité européenne. Donc la sécurité européenne, ce ne serait plus la question des Européens. François Morinier, avec ce sommet, l'Europe se réveille trop tard. Mais oui, parce qu'en fait, la question, c'est toujours l'aveuglement. C'est-à-dire, on a entendu l'Europe nous dire, les médias, beaucoup de médias en tout cas, que l'élection de Trump était improbable, qu'il y avait y avoir un sursaut, etc. Et il l'avait déjà dit largement avant sa campagne, c'est comme ça qu'il procéderait. Donc on a... Il avait dit en 24 heures, il n'a pas mis 24 heures à régler le conflit. Oui, d'accord, mais ça indiquait quand même les choses, si vous voulez. Et donc, du coup, on s'est dit, oui, on verra. Et puis maintenant, on se retrouve, il fait ce qu'il a dit. Voilà. Et donc, on se dit, merde, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On n'a pas trop de solutions. Et c'est vrai que l'analyse du conflit telle qu'elle est aujourd'hui est quand même très difficile. Donc, est-ce que la seule solution qu'on a longtemps proposée, c'était de dire, on va continuer à armer les Ukrainiens autant qu'on pourra pour tenir la ligne de front ? Et ça va durer combien de temps, ça ? Je dirais, nous, on n'est pas une économie de guerre, on a en face de nous une économie de guerre, celle de Poutine, qui produit à plein régime de l'arme, des munitions, tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, l'économie russe fonctionne. Donc, on a en face de nous une économie de guerre qui est prête à durer. Combien de temps, nous, on peut tenir dans un soutien illimité à l'Ukraine ? Ça s'arrêtera à un moment donné. Donc la question n'est pas tant de... Est-ce qu'il y a une ambiguïté de la part de l'Europe, justement, à ce sujet-là, de ne pas vouloir entrer frontalement en guerre contre la Russie, mais tout en continuant à financer la défense de l'Ukraine ? Étienne, rentrer en guerre frontalement avec la Russie, c'est une ineptie. Non, mais d'accord, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on continue à financer, dans ce cas, l'Ukraine ? Mais donc du coup, on n'a pas de solution. Vous voyez, on n'a pas de plan. On n'a pas un plan long terme, parce qu'on ne peut pas rentrer en guerre contre la Russie, on n'en a pas les moyens, puis les conséquences seraient désastreuses. Donc on est dans une espèce de situation dans laquelle on tient une ligne de front qui faiblit, qui repart, etc. Mais on ne peut pas durer comme ça pendant des siècles et des siècles. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on propose ? Comme on ne propose rien, Trump, lui, il va en disant, de toute façon, moi j'en ai ras-le-bol de ce conflit, ça me coûte de l'argent, c'est loin de chez moi, mon sujet c'est la Chine, donc plus vite je vais éteindre ce truc-là, et mieux je me porterai. Et si ça peut faire plaisir à Poutine de lui lâcher un peu d'Ukraine, ça m'est complètement égal. Parce que moi, mon combat avec lui, il n'est pas là. Donc, donc il faut absolument, Macron a 150% raison, il faut absolument être présent à la table de négo, parce que sinon tout ce qui va se passer, on va l'avaler comme des grosses couleuvres. Et le problème, c'est la question, c'est quel est le dirigeant. Vous voyez, à la fin du compte, c'est une question de personne. Et à Yalta, il y avait Churchill, quel est le gars, la personne, la femme, capable de dire, je vais aller à la table de négo, et je vais discuter. Parce que, en fait, ils ne veulent pas d'un aéropage de gens. La question, c'est qui va s'asseoir à la table. Et donc la question d'aujourd'hui, à mon avis, c'est qui prend les commandes pour dire, OK, c'est moi qui suis désigné et c'est moi qui vais les négocier. Parce qu'ils n'en veulent pas 50. C'est ça la question aussi fondamentale. Vous voyez, c'est une question de personne. C'est pas simplement une question de stratégie. Et ça, c'est à mon avis, c'est la question la plus importante ce matin. Ce qui est en jeu, c'est l'ordre mondial aussi, peut-être. L'ordre mondial, il est totalement bouleversé de toute façon depuis l'élection de Trump. Enfin, déjà, il battait de l'aile très sérieusement auparavant, puisque, je veux dire, en fait, la période post-Covid a été marquée par la guerre menée par la Turquie et l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et la reconstruction d'une espèce de camp à ciel ouvert, de camp de concentration à ciel ouvert dans lequel ils ont transformé le Haut-Karabakh sans que personne véritablement ne proteste, l'invasion de l'Ukraine, n'est-ce pas ? Et vous voyez qu'en fait, chaque jour apporte une nouvelle pierre, ou plutôt enlève une pierre à l'ancien édifice qu'on pensait stable. Regardez la Syrie, par exemple, où le régime de Bachar s'est écroulé. Donc, vous voyez, l'élection de Trump... Ce qui se passe au Congo. Oui, ça aussi, très important. Très important, ce qui se passe au Congo. On voit bien que le M23 est en train de gagner... la chute du Congo n'est pas impensable. Hein.
Et donc aujourd'hui, personne, vous entendez parler Alors même que géographiquement, c'est absolument impressionnant puisque le Rwanda, qui est donc l'allié du M23, représente 10% de la surface de la RDC. Qui est le commanditaire. C'est le Luxembourg qui envahit la France. Qui est le commanditaire, oui, mais si ce n'est que le Rwanda, c'est la Prusse de l'Afrique. C'est un régime totalement militaire. Et Monsieur Kagame, qui nous a demandé tellement d'explications sur ce que nous avons fait ou n'avons pas fait durant ce terrible génocide, aujourd'hui, il mériterait qu'on lui pose un peu des questions aussi sur la manière dont il bouleverse totalement. C'est pas le sujet du jour, mais vous voyez bien que ça va très très vite. Ce que dit Jean-François, c'est impressionnant. On change de monde. Et justement, dans ce changement de monde, il y a des propos il y a le retard de l'Europe à peser. L'Europe, elle pèse économiquement dans les rapports mondiaux, encore qu'elle porte un peu le péché de son néolibéralisme qui l'expose beaucoup, en fait, à la prédation économique des autres, dans une règle du libre marché qui n'est à peu près suivie que par elle. Mais en dehors de ça, elle ne pèse pas militairement. Est-ce qu'on est dans la suite de la douce illusion de la chute du mur de Berlin et donc la paix des armées? Ça, c'est pour le volet militaire. J.D. Vance à Munich, vendredi dernier, il a aussi ciblé les valeurs de l'Europe. Ça, c'est quoi? C'est des propos c'est du contre-feu. C'est du contre-feu, comment dirais-je, de provocation absolue. Voilà, c'est la barrique d'essence et on met une allumette pour allumer un contre-feu et donc on va tous se raidir en disant mais il dit n'importe quoi. Effectivement, il dit n'importe quoi. Le sujet n'est pas là. Il faut pas répondre là-dessus. On n'a aucune leçon à recevoir sur ces sujets-là de la part de J.D. Vance. On ne sait pas d'où il sort, ce qu'il pense. Vraiment. Par contre, le sujet. Non, mais attendez, ça va. Mais à un moment donné. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est ce qui se passe à la table de négo. Et ça, c'est juste un contre-feu pour nous affaiblir. C'est pour dire, de toute façon, voilà, vous divisez. Mais tant qu'il n'y a pas de défense commune en Europe, comment peut-il y avoir un front uni aux côtés de Le Trump? problème, c'est il va y avoir un front diplomatique. Il va y avoir une paix indigne. Nous emporterons une forme de responsabilité morale. Qu'est-ce que vous appelez une paix indigne? Une paix qui donne raison à l'affirmation de la force brute que représente Poutine, entre autres dans le monde, puisque vous avez aussi Xi Jinping en Chine qui procède de la même logique. Vous avez évidemment Erdogan en Turquie. Vous avez etc. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on propose comme solution de paix avec un représentant capable de partir dans 8 jours discuter. C'est ça la question. Voilà. Si on y arrive aujourd'hui, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on est mort. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme plan de paix? Un peu différent de ce que veut Poutine en disant là-dessus, on n'est pas d'accord. La neutralité de l'Ukraine, on n'est pas d'accord. On veut des élections démocratiques. Sur les frontières, voilà ce qu'on propose. Il faut un plan de paix alternatif et pas simplement dire on continue la guerre à vitam aeternam. Parce que quand on voit l'anglais qui dit qu'il va envoyer des troupes au sol, mais il est complètement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais non, enfin, il y a l'idée qu'il faut, dans un dernier mouvement, le temps que le plan Trump-Poutine se mette en place, qu'il faut aider à fond l'Ukraine de manière à ce que l'Ukraine arrive à la table des négociations dans une position moins délicate qu'elle n'a aujourd'hui. Par exemple, c'est l'importance de l'entrée des troupes ukrainiennes sur le territoire russe, à Koursk, etc., ce qui sont des éléments de négociation. Mais la vérité, c'est que ce qu'il y a de plus grave derrière tout ça, c'est que le patron du Pentagone, qui parle au nom de Trump, a annoncé qu'en aucun cas ce seraient les troupes de l'OTAN qui veilleraient, parce qu'il va y avoir une partition du pays. C'est inévitable. Et là, on va être moralement très mal, parce qu'on s'est gossé d'illusions et on a nourri d'illusions. Les Ukrainiens sans jamais nous donner les moyens de véritablement les secourir. Donc, en fait, on va être sur cette ligne. Voilà, sur cette ligne de partition où Poutine aura avalé les territoires qu'il a mis à feu et à sang. Eh bien, quelles vont être les troupes? Alors déjà, le Pentagone prévient, il ne sera pas l'OTAN, parce que l'OTAN, vous savez, le fameux article 5 qui fait que si un des pays est attaqué, les autres doivent réagir. Donc, en fait, les Américains disent, vous allez mettre des troupes là-bas, vous allez les payer, vous veillerez, en fait, au contrôle de l'accord que nous aurons signé sans vous. Voilà, et en plus, vous la fermez parce que c'est comme ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, si tu veux, on est vraiment mis dans la position de supplétif d'un accord américain qui ne prend pas en compte, en fait, la situation de l'Ukraine et des Ukrainiens et qui, en fait, sacrifie l'Ukraine à une paix factice avec Poutine. Pourquoi avec une paix factice avec Poutine? Parce que ce n'est pas ce n'est pas en nourrissant un ogre qu'on arrive à le rassasier. Et l'inquiétude des pays baltes, l'inquiétude de la Pologne
est très profonde et on devrait l'écouter. Alors c'est pas tout à fait la même parce que les Pays-Bas sont vraiment démunis. La Pologne, elle, a une armée qui aujourd'hui est assez structurée. Vous disiez d'ailleurs, François Morinière, qui pourra aller à la table de négociation? Est-ce que c'est pas à Tusk d'y aller, puisque c'est lui qui préside en ce moment Moi, j'ai pas de. Enfin, moi, sur le fond, je suis très, très désarmé. Je dis juste sur la forme, la tactique. Il faut absolument que quelqu'un y aille et qu'il soit mandaté par les autres pour y aller, parce qu'on va pas pouvoir dire on va y aller à 25, c'est pas possible, ou à 15 ou à 7, ça marche pas. Mais surtout, en fait, on a tellement dit qu'il fallait pas parler avec Poutine que maintenant on est forcé de s'y retrouver, de s'y retourner. Mais ça, c'est aussi, on n'avait plus aucun tuyau de discussion avec lui nulle part. Ça apporte du discrédit quand même sur l'Europe et sur la France en particulier. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais on pouvait pas discuter avec Poutine. On va pas pouvoir le faire non plus. Avec Poutine, ça veut Dans dire, le micro, Jean-François. Ça veut dire quoi, discuter avec Poutine? C'est-à-dire, Monsieur Poutine, s'il vous plaît, je vous en prie, ne mangez pas tout. À l'élite des théologiens qui pouvaient finalement en faire ce qu'ils voulaient. Mais c'est d'autant plus vrai que j'ai lu, je sais pas, dans Famille Chrétienne, je crois que les ventes de Bibles ont explosé cette année. Oui, c'est dans Famille Chrétienne jeudi dernier. Voilà, donc il y a tout un article qui explique que les ventes n'ont jamais été aussi fortes de la part de gens qui cherchent la spiritualité, des catéchumènes, des athées qui veulent comprendre. Donc, je pense que la Bible est plus que jamais d'actualité. Et effectivement, donner des clés de lecture et de compréhension, c'est une très bonne chose parce que, comme tout écrit extrêmement complexe et aussi parfois très imagé, on peut en faire une interprétation erronée. Après, quel impact ça peut avoir, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une bonne idée parce qu'effectivement, faut pas mettre la Bible à toutes les sauces. On avait la sensation qu'avec le Concile Vatican II, on s'était un peu réapproprié les textes et que là, finalement, on a un peu laissé tomber Jean-François Colosimo. Ça, je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que, pas pour faire du cocorico, en tant que premier éditeur de Bible, effectivement, nous... il est content. Vous observez une augmentation des volumes de vente de Bible? Énorme, puisque nous, on publie l'éternelle indispensable Bible de Jérusalem, mais aussi la Tob, la Bible de Chouraki, la Bible de la Messe de Sassy, et d'autres. Donc, on voit ça. Donc, effectivement, il y a la hausse du catéchuménat, mais pas seulement, ça pourrait pas expliquer, mais c'est sûr que ça compte, mais c'est pas simplement ça. Quelle est l'ordre de grandeur des hausses des volumes de vente de Bible aux éditions du Cerf? Écoutez, c'est un secret industriel, mais disons que c'est une... C'est en milliers d'exemplaires supplémentaires chaque année? Bien sûr. Oui, je dirais que c'est une augmentation qui se chiffre en quelques dizaines de pourcents. Est-ce que selon vous, il faut... C'est considérable quand même. C'est considérable. Justement, mais alors, à ce titre-là, est-ce qu'il faut impossible d'analyser. C'est très difficile d'analyser ce phénomène. Il y a effectivement les catéchumènes qui sont en nombre grandissant. Il y a peut-être aussi cette forme de para-religiosité écologique, de peur de l'apocalypse, qui fait qu'on veut revenir aux fondamentaux. C'est intéressant, ouais, je pense, chez les jeunes. Il y a aussi des dispositifs qui aident ça et qui malheureusement vont disparaître, comme ce chéquier culture pour les jeunes. Le Pass Culture aide à financer des Bibles. Le Pass Culture aide à financer la librairie. Les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent avec ce Pass Culture achètent des livres. Alors les essentiels, en fait. Ils achètent, je dirais, des mangas et la Bible. Vous voyez, c'est peut-être aussi la Bible, c'est pas cher à ramener à la page. Voilà, ramener à la page, c'est pas cher. Ah, ça c'est vrai, bravo. C'est un bon rapport qualité-prix. En disant attention au risque d'instrumentalisation. Et la deuxième partie de cette série vidéo montre bien comment ça peut arriver, et aussi ce qu'on a essayé de faire, c'est comment on peut s'en prémunir. Le meilleur remède à l'instrumentalisation des Écritures, c'est de remettre la Bible dans les mains de l'ensemble du peuple de Dieu. Remettre la Bible dans l'ensemble des mains du peuple de Dieu, François Morinière, mais pas de n'importe quelle manière. Enfin, ça s'apprend finalement de lire la Bible. On ne peut pas lire les manières pas lire la Bible en l'essentialisant comme ça. C'est très compliqué. Puis en plus, il faut remettre un contexte historique. Il faut un éclairage, je dirais, temporel aussi, dans l'espace-temps, donc pour comprendre dans quelle époque ça se situe. Donc effectivement, tout ça est possible. Il y a des podcasts qui existent. Il y a aujourd'hui, il y a des tas de choses qui sont très bien, dans lesquelles vous avez des décryptages des textes bibliques. Donc que l'Église s'en soucie, je trouve que c'est très bien, parce que il faut une pédagogie de la Bible, c'est évident. Mais il faut surfer sur cette appétence, comme dit Jean-François. Les gens sont là, il faut les accompagner. Il y a des textes instrumentalisés qui ont justifié quand même des abus, et ça, c'est absolument incroyable. Mais tout est possible. Puisque
il y a toute une lecture fondamentaliste de la Bible qui, on le sait, caractérise la même manière que peut y avoir un rejet de la Bible dans certains milieux intégristes où d'un autre côté, il y a une surévaluation, je vais m'expliquer sur ce terme, de la Bible. Comment on pourrait surévaluer la parole de Dieu, je vais vous expliquer comment. Dans certains milieux fondamentalistes qui ont des lectures littéralistes qui sont tout à fait non seulement illégitimes mais foncièrement dangereuses et qui consistent en fait véritablement en des hérésies. Oui. Alors pourquoi ? Parce que la Bible, elle n'existe pas toute seule. La Bible, elle est sur l'autel. La Bible, elle existe par sa réception dans le peuple de Dieu, n'est-ce pas ? Or, aujourd'hui, c'est assez simple quand même. Moi, je dirais que c'est ça le problème, vous voyez. Nous sommes farcis d'informations. D'ailleurs, tout le monde, les gens qui se passionnent pour le foot connaissent le nom de tous les joueurs de première division, les scores, les matchs, les machins, etc. Nous, on connaît les noms des cardinaux. Je confirme. Voilà. Non. Je confirme, Jean-François. Moi, je connais tous les joueurs. Ah bah oui, Bon. Donc, on peut pas être en défaut d'information sur la Bible alors qu'on est surinformé sur tout. Oui, après, il faut aussi... Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois que c'est ça l'idée, parce que c'est ça qui va permettre une bonne réception. Il y a beaucoup d'efforts en paroisse qui sont faits. Enfin, je pense que, je sais pas, vous prenez une feuille de messe d'une paroisse parisienne, si vous ne trouvez pas dans les 15 jours précédents ou les 15 jours suivants une soirée sur le livre de je sais pas quoi, comprendre le livre de Job, comprendre les psaumes, enfin, c'est quand même aussi un terrain... très important de pédagogie que les paroisses mettent en œuvre quand même. Donc ça existe aussi. Il y a eu depuis toujours des efforts pour expliquer ce qu'il y avait dans les textes, comment fallait les comprendre. Donc je pense qu'il faut... L'idée, c'est de faire passer... Le message à faire passer, c'est de dire à ceux qui s'intéressent à ça, faites-vous éclairer. Et pas manipuler, mais faites-vous éclairer parce que vous allez mieux comprendre ce que vous dites. Donc allez acheter une Bible au cerf, mais voilà, après... Exactement. Non, mais c'est pas du tout... Merci François, mais c'est pour dire aussi... Profitez-en, vous avez le micro. Nous, on a... je pense que depuis une dizaine d'années aussi, on a été très sensible... On n'est pas les seuls éditeurs, mais à ce besoin aussi. On a des collections sur ABC de la Bible, les livres bibliques, les personnages bibliques, comment lire la Bible, encore une fois, mais c'est surtout comment lire la Bible en Église. Tu vois, parce que être un lecteur solitaire de la Bible, on peut sortir de la Bible à peu près tout ce qu'on veut et son contraire. Moi, je fais la petite pub, par exemple, j'ai un très beau livre Bayard sur les animaux de la Bible. Très bien. Pour mes petits-enfants. Et donc, comme ça, très on bien. rentre dans la Bible. Et voilà, vous voyez. On a une très bonne émission sur la Bible aussi. Sur très bien. Là, RCF, je pense qu'on va, vous allez, messieurs, avoir des problèmes avec l'ARCOM. Ah oui, là, vraiment. Les vendeurs du temple. Pas au titre de la publicité déguisée. Les vendeurs du temple. Non, on plaisante. Voilà, je pense que c'est ce grand souci, c'est ça tout de même, c'est que la Bible, sa proclamation, elle est liturgique aussi. La Bible, elle est aussi celle de la contemplation des moines, la Lectio Divina. La Bible, je dirais, si vous me permettez cette expression, comme ça, on va montrer qu'on n'est pas... oui, on est œcuménique. Non, c'est un peu un permanent couteau suisse dans l'Église, parce que la Bible a sa place partout, mais tout dépend effectivement de la manière dont elle est écoutée, dont elle est entendue, dont elle est reçue, et ce qu'elle occasionne de transformation. D'où la prévention de la conférence des évêques de donner, en fait, une méthode de lecture, parce que sans cette méthode, on fait de la Bible ce qu'elle n'est pas. Et puis pour nos auditeurs et auditrices qui sont, je dirais, au cœur de notre intérêt pour la Bible, on voit bien que dans notre vie, la lecture de la Bible n'est pas la même en fonction des moments de la vie et on relit parfois des textes et on se dit mais on n'avait pas compris comme ça du tout. Enfin moi en tout cas c'est une expérience que je fais et je trouve que c'est formidable. Il y a un verset par exemple qui vous a touché récemment. Et on peut faire un tour de table de ça. Voilà, alors un verset de la Bible. Oh la vache, il est dur. Hein. Et Jean-François, pour laisser du temps à Jean-François Morinière, est-ce que vous avez un verset de la Bible qui vous il connaît ça par cœur, il corrige tous les jours. Si vous voulez, dans la vision d'Ézéchiel, fils d'homme prophétise, est-ce que ces os revivront alors qu'Ézéchiel voit la plaine dans laquelle il n'y a plus que des squelettes, n'est-ce pas ? Et la réponse, elle est dans la Bible elle-même. C'est cette espérance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ça rejoint le mot de l'Évangile. C'est quoi être chrétien ? C'est penser que, en dépit de toutes les calamités du monde, et en dépit de notre propre tendance, n'est-ce pas, au mal ou au malheur, tout homme, au sens de tout être humain, peut à tout moment renaître par la grâce, tu vois.
Renaître par la grâce. François Morinière. Et ben moi, c'est l'histoire de. Vous avez vu l'histoire d'un nageur qui a été mangé par une baleine et qui a été oui, Jonas. Non, mais une vraie histoire. Ouais. Mais je sais, mais là, mais ça m'a fait penser à Jonas. Voilà, du coup, j'ai le Jonas. Et donc, du coup, c'est vrai que ce Jonas, quand même peureux, comme nous, quoi. Ouais. Exactement. C'est un gars, on sera comme Jonas, quoi. On retourne à Ninive, quoi. Il retourne à Ninive et je me dis, voilà, faut qu'on retourne à Ninive. Retourner à Ninive. Merci beaucoup, François Morinière, président du directoire du groupe Bayard, et Jean-François Colossimo, directeur général du CERF. Merci, Étienne Pépin. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à Pierre-Henri Paget qui, depuis 6h30, réalisait cette matinale.